Bonjour à tous et merci Michel pour cette introduction. Alors en fait Michel, que je vois régulièrement au conseil de l'ESPE dont je fais partie, m'a passé une commande, introduire cette journée sur la résolution de problèmes, en parlant aussi de calcul, en parlant de démarche d'investigation et le faire en insistant plutôt sur le côté démarche. Bon, c'était une commande. Pour moi, je dois dire, ce n'était pas une commande facile. Elle m'a dit aussi de me centrer sur le cycle 3. Bon, je vais vous dire pourquoi ce n'était pas une commande facile. D'abord, pour mettre vraiment les chaises claires entre nous, c'est que je ne suis pas du tout une spécialiste de l'école élémentaire. Donc c'est toujours difficile de parler en plus face à des spécialistes de l'école élémentaire quand on n'est pas un spécialiste de l'école élémentaire. Alors, même si j'ai commencé ma carrière en m'occupant d'une école expérimentale primaire qui était attachée à l'IREM de Paris, mais c'était il y a très très longtemps. Alors ensuite, j'ai quand même eu l'occasion de travailler un peu sur ces questions. J'ai eu l'occasion d'abord de travailler sur les questions de calcul parce que j'ai piloté le rapport sur le calcul qui a été produit par la commission de réflexion sur l'enseignement des mathématiques, la fameuse commission Kahn au début des années 2000. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais il y a beaucoup de jeunes qui peut-être ne connaissent pas. Et puis ensuite, avec Catherine, nous avions été chargés de faire un bilan sur l'état de la résolution de problèmes, à la fois d'un point de vue recherche et d'un point de vue curriculaire en France. Ça, c'était en 2007 pour ce journal que j'ai amené, qui est la revue ZDM, qui est une revue connue en éducation mathématique, et qui faisait un bilan comparatif dans 14 pays. Donc, vous pourrez regarder aux pauses si cela vous intéresse. Et puis ensuite, alors j'ai eu à m'intéresser depuis une dizaine d'années à la question des démarches d'investigation parce que je participe toujours comme expert scientifique à 4 ou 5 projets qui visaient à mieux comprendre, mieux définir les démarches d'investigation, mieux les comprendre et essayer de les disséminer à grande échelle dans l'espace européen. Voilà, donc c'est avec cette mini-expertise que je vous parle et que je vais essayer de répondre à la commande, mais je suis bien sûr persuadée que c'est moi qui ai beaucoup à apprendre de vous plutôt que vous à apprendre de moi sur ces questions. Alors, le plan de cet exposé, je regarde mon temps, moi c'est bon. Voilà, je vais d'abord parler, bien sûr, de résolution de problèmes, du côté des recherches et du côté des programmes. Je vais plutôt peut-être parler de recherche internationale et je laisserai mes collègues plus se plonger dans les recherches françaises. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ce choix. Ensuite, j'essaierai de travailler sur résolution de problèmes, les rapports entre résolution de problèmes et calcul, en essayant de montrer les rapports dialectiques entre résolution de problèmes et calcul. Et puis après, je passerai de la résolution de problèmes aux démarches d'investigation et comment cet accent mis sur les démarches d'investigation renouvelle aussi en partie la question de la résolution de problèmes dans nos systèmes éducatifs. Voilà. Alors, je commence par la résolution de problèmes, donc. Alors, il est clair que la résolution de problèmes, c'est au cœur de l'activité du mathématicien, des pratiques mathématiques, donc ce n'est pas très étonnant si la résolution de problèmes a une place importante dans l'enseignement des mathématiques et si la recherche aussi s'est intéressée à la résolution de problèmes très tôt. En fait, quand on pense résolution de problèmes, du point de vue de la recherche, il y a des références qui sont incontournables, je dirais, qui sont partagées mondialement. Alors, la première de ces références, c'est la référence à Georges Polya. Georges Polya était un mathématicien américain d'origine hongroise et il est particulièrement célèbre d'une part pour ses travaux mathématiques, mais aussi pour ses travaux sur la résolution de problèmes. Et en particulier un ouvrage qui s'appelle How to Solve It, qui a été publié pour la première fois en 1945, donc vous voyez, c'est il y a très longtemps, et qui a été traduit en de multiples langues, réédité de multiples fois,
Si vous allez sur Amazon, vous trouverez sous le titre « Comment poser et résoudre un problème ». Et en fait, ce que fait Polya à cette époque, et qui va être source d'inspiration pour de nombreux enseignements, c'est de s'intéresser aux méthodes, aux heuristiques assez générales de résolution de problèmes. Et sa question, effectivement, c'est comment un mathématicien cherche, quelle stratégie il utilise, et comment ceci pourrait inspirer l'enseignement pour faire que les élèves soient de bons résolveurs de problèmes. Et c'est vraiment ceci qui est la problématique qui va marquer les débuts du développement de la recherche sur la résolution de problèmes. C'est tout un champ de recherche qu'on appelle le problem solving. Donc les gens savent, tu fais de la recherche sur le problem solving. Bon, voilà, c'est ce champ. Et alors ce qui va être aussi retenu beaucoup du travail de Polya, donc ça va être le fait qu'il décrit le processus de résolution de problèmes en 4 étapes. 1, comprendre le problème. 2, concevoir un plan. 3, mettre le plan à exécution. 4, examiner la solution. Bon, en fait, la résolution de problèmes. Là, ça nous donne un déroulement linéaire de la résolution de problèmes, qui va être souvent d'ailleurs appliqué tel que dans l'enseignement, même si on sait très bien, et la recherche va très vite montrer que la recherche de problème, ce n'est pas un processus linéaire du tout, ni pour les experts, ni pour les novices. Et donc, il va s'intéresser à des heuristiques, des méthodes générales, comme par exemple, quand on veut comprendre un problème, bon, il faut le lire, il faut essayer de voir ensuite si on connaît un problème du même type, essayer de faire des analogies. Si on a des difficultés à le résoudre, essayer de résoudre un problème plus simple, essayer de le résoudre partiellement, s'intéresser à des cas particuliers, etc. Donc, vous voyez ce type d'heuristiques, de méthodes générales qui ne sont pas très rattachées au domaine. La seconde référence qui est incontournable, effectivement, dans ce champ, c'est un autre Américain, d'ailleurs, Alan Schoenfeld. Alan Schoenfeld, qui est professeur aujourd'hui à l'université de Berkeley, où il a fait d'ailleurs, j'ai l'impression, toute sa carrière. Et lui va publier un livre qui va faire autorité pendant son premier livre, qui va être Mathematical Problem Solving, qu'il va publier en 1985. Et à l'issue de travail, de cours de résolution de problèmes, puisque à ce moment-là, aux États-Unis, il y a des cours de résolution de problèmes qui existent. Lui, il travaille avec des étudiants d'université, mais il y a aussi des enseignements dans le secondaire. Et en fait, le travail qu'il fait l'amène à mettre l'accent sur les limites d'une approche telle que celle de Polya en termes d'heuristique générale, disant que chercher des analogies, c'est bien bon, mais si on n'a pas de connaissances dans le domaine, comment repérer les bonnes analogies et les analogies qui sont trompeuses? Qu'est-ce que c'est simplifier un problème de manière productive si on n'a pas de connaissances dans le domaine, etc. Comment penser les cas aux limites Donc il va mettre l'accent sur les limites de ces approches, sur la non-linéarité du processus, et il va développer un travail très intéressant avec à la fois des novices et puis des experts auxquels il propose effectivement des problèmes qui sont pour eux un peu inédits, et il regarde effectivement tout ce qui se passe pendant 1 heure et demie de résolution, et il montre bien comment il y a des allers-retours entre différentes étapes du processus, et il met aussi bien en évidence tout ce qui sépare le fonctionnement des novices et des experts, où on voit effectivement tout ce travail d'aller-retour et de régulation chez les experts, et on voit les novices qui se lancent très vite sur une piste, et puis même si elle n'aboutit pas, ils restent scotchés sur cette piste et la résolution de problèmes n'avance pas. Donc ça va l'amener aussi à mettre dans sa modélisation de la résolution de problèmes l'accent sur le rôle des ressources spécifiques qui sont des connaissances et des stratégies, des procédures du domaine, puis aussi sur tout ce qu'il appelle la métacognition, c'est-à-dire les moyens que l'on a de réguler son activité, de réfléchir
pendant la résolution de problèmes à ce que l'on est en train de faire pour guider le processus de résolution de problèmes. Et puis, il montre aussi l'importance des croyances, et en particulier pour les élèves, l'importance de croyances qui sont fausses par rapport à la résolution des problèmes, mais qui sont, on le sait, souvent induites par le contrat didactique. Alors c'est un Américain, puis c'est 85, il ne parle pas de contrat didactique, hein, mais en fait ce qu'il dit, c'est exactement, par exemple, la croyance qu'ont les élèves que tout problème a une réponse unique, que si on vous a posé un problème, c'est qu'en 10 minutes, vous devez pouvoir trouver la solution. Ce type de croyance, effectivement, qui ne correspond pas du tout au type d'attitude vis-à-vis des problèmes que l'on a envie de voir développer chez les élèves ou qui vont leur permettre de devenir de bons résolveurs de problèmes. Et puis, donc, dans son travail, lui, il développe des outils, effectivement, pour aider ces processus métacognitifs et aider les élèves à réfléchir effectivement et piloter leur résolution de problèmes. Donc je vous ai mis des sortes de feuilles de route qui s'inspirent de son travail de recherche. Donc il va continuer pendant beaucoup de sa vie d'ailleurs à travailler sur ces questions de résolution de problèmes avec des modèles qui vont être assez généraux. Et d'ailleurs, depuis 15 ans maintenant, il travaille sur modéliser les pratiques des enseignants qu'il voit aussi comme une résolution de problèmes. Et donc, il a développé des modèles qui sont relativement intéressants pour analyser les pratiques des enseignants et pouvoir prédire, expliquer ce que va faire un enseignant, les décisions qu'il va prendre à un moment donné dans la classe, en fonction de ses connaissances, en fonction des buts qu'il se donne, en fonction de ses valeurs, etc. Voilà. Bon, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, ce champ de recherche, je fais vite, hein, nécessairement. Ce que je vais dire, que c'est un champ de recherche donc, qui commence à se développer dans les années 70, qui est très florissant dans les années 80, encore en particulier aux États-Unis, qui commence déjà à décroître dans les années 90 aux États-Unis, bon, j'y reviendrai, et puis, mais qui se développe alors dans d'autres pays, effectivement, à ce moment-là. Et le point de vue dominant est dans la lignée de ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'on voit le développement de compétences de résolution de problèmes comme un objectif en soi. Et donc, c'est des recherches plutôt de type cognitif où on essaie de comprendre qu'est-ce qu'est un bon résolveur de problèmes, comment on peut devenir un bon résolveur de problèmes. Donc, du coup, on accorde beaucoup d'importance à la résolution de problèmes inédits. Puisque résoudre, à ce moment-là, résoudre un problème, c'est résoudre des problèmes qu'on n'a jamais rencontrés. Et donc, vous voyez, ça fait... Et la résolution de problèmes est envisagée comme une activité a posteriori, c'est-à-dire pour expliquer et exploiter des savoirs mathématiques enseignés. Bien sûr, on peut dire qu'elle va contribuer à faire comprendre ces savoirs mathématiques, mais ce n'est pas prioritaire dans la recherche. Ce qui est prioritaire, c'est de comprendre comment on fait de manière générale un bon résolveur de problèmes. Et Alan Schoenfeld, dans le texte qu'il écrit sur la résolution de problèmes aux États-Unis, il explique très bien dans son article. Mais même s'il y a cette vision commune et ces intérêts communs, il y a quand même une réelle diversité de visions dans la résolution de problèmes et dans les enjeux d'apprentissage associés. Et là, on voit ce que l'on voit toujours en éducation mathématique, c'est-à-dire à quel point nos travaux de recherche et nos pratiques sont dépendants des contextes et des cultures dans lesquels nous vivons, hein, ce qui souvent est étonnant pour les mathématiciens qui ont une vision beaucoup plus universaliste de leur discipline, même si elle est aussi diverse. Ensuite, c'est un champ de recherche qui devient moins central. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'était des recherches assez cognitives et on va s'intéresser quand même à ce qui se passe dans les classes, de plus en plus dans la recherche. Et puis aussi, on va s'intéresser non seulement aux élèves, mais de plus en plus aux enseignants. Et donc, et puis les approches cognitives sont remplacées par des approches plutôt socioculturelles et donc, effectivement, la recherche évolue. Et d'autre part, et fort heureusement, je dirais pour nous, la résolution de problèmes devient davantage perçue comme un moyen de l'apprentissage de savoir mathématique. Donc, et ça se passe de différentes façons.
On va passer aussi de la résolution de problèmes isolés, inédits, à l'intérêt pour la résolution de séries organisées de problèmes. Donc, qui permettent effectivement de soutenir davantage les apprentissages. Et puis, on passe de la résolution de problèmes pour investir des concepts et techniques enseignés à celle de problèmes, d'abord pour motiver et ensuite pour introduire vraiment de nouveaux concepts. Et donc, c'est aussi une recherche. On voit qu'à partir des années 2000, se développent aussi des courants qui mettent en évidence les pratiques de modélisation, la force. Les compétences de modélisation font leur entrée dans les programmes de nombreux pays comme chez nous. Et donc, la résolution de problèmes, elle doit se situer par rapport à ce nouveau champ de la modélisation qui est lui aussi très florissant dans le monde de la recherche et dans l'enseignement. Et effectivement, quand on pense en termes de modélisation, ça oblige à questionner la façon dont le champ de la résolution de problèmes a traité les rapports entre mathématiques et réel. Et tous ces problèmes qui sont avec des situations dites de vie quotidienne ou de vie courante ou issus, mettons même d'autres disciplines, mais qui sont souvent des faux habillages et où la réalité, effectivement, et la rationalité du réel n'est pas du tout prise en compte. Et donc, bien sûr, les travaux sur la modélisation, ils questionnent la façon dont la résolution de problèmes, de manière générale, gère ce rapport au réel, même quand elle prétend s'appuyer sur des situations réelles. Et donc, je dirais que, moi, j'ai l'impression que, justement, c'est cette évolution de recherche. Alors, je vous ai dit, je parle d'international parce que, en fait, à ce premier courant très fort du problem solving qui existe toujours, les Français, la didactique française a contribué très peu. Et il y a ça des raisons évidentes. C'est que la didactique française, elle ne s'est pas développée du tout sur ces mêmes bases. Et d'autre part, dans nos enseignements, quand même, il y a des enseignements, des cours de résolution de problèmes, proprement dit. Bon, c'est pas la... Même s'il y a eu certaines, peut-être, dérives méthodologiques, on n'a pas eu effectivement les mêmes types d'enseignements que dans un certain nombre de pays, et en particulier aux États-Unis. Et c'est vrai que chez nous aussi, dans notre didactique, ce qui se passe dans la classe, le fonctionnement des systèmes didactiques, il a été, dès le début, au cœur de la théorisation didactique. Et si on pense même à des travaux comme ceux de Gérard Vergniaud, qui sont très importants pour la résolution, qui ont été très importants pour la résolution de problèmes, on voit bien qu'on est déjà dans des champs organisés de problèmes. Des problèmes autour du champ conceptuel, des structures additives, des structures multiplicatives, et que les classifications des problèmes qui sont proposées, elles sont liées au contenu. Et dans la théorie des situations, on voit bien que les problèmes, ce qu'on leur demande, c'est de fournir des situations qui respectent l'épistémologie des notions et qui vont permettre de faire apparaître les connaissances que l'on veut enseigner comme des solutions, et de bonnes solutions, et même, si c'est possible, des solutions optimales aux problèmes que l'on veut résoudre. Donc on a un contexte effectivement de recherche qui est très différent de celui des pays anglo-saxons et qui explique pourquoi effectivement au démarrage on a peu contribué à ce courant de recherche et pourquoi effectivement l'évolution de ce courant finalement nous permet de davantage contribuer à la recherche aujourd'hui. Alors parce que quand on regarde l'histoire des programmes, et on l'avait fait avec Catherine pour cet article, et puis Catherine a fait un article avec Sylvie Copé, qui était pour les colloques de la COPIRLM en 2009, qui est d'abord en français, ce qui est mieux, et puis qui est très détaillé sur l'histoire de la résolution des problèmes dans les programmes. Mais on voit que, effectivement, dans les programmes français, la résolution de problèmes, elle est présente depuis très longtemps. Mais que le sens qui est donné, les fonctions qui sont données à la résolution de problèmes, les catégorisations qui sont proposées pour les problèmes, elles ont changé. Et entre ce qui se passait effectivement après
au début du XXe siècle, ce qui se passe au moment de la réforme des mathématiques modernes, ce qui se passe ensuite à partir des années 78, il y a des changements importants. Alors, si on regarde les programmes actuels du cycle 3, que vous connaissez sans doute beaucoup mieux que moi, mais que j'ai quand même lu pour préparer cette présentation, on voit bien qu'il y a une place centrale qui est reconnue à la résolution de problèmes. Et on vous dit, la résolution de problèmes constitue le critère principal de la maîtrise des connaissances dans tous les domaines mathématiques. Et elle est également le moyen d'en assurer une appropriation qui en garantit le sens. Donc c'est clair, hein, on retrouve en fait l'idée de la phrase un peu célèbre, enfin au moins parmi les didacticiens de Vergniaud, qui dit que la résolution de problèmes est la source et le critère du savoir. Bon, on retrouve effectivement ça. Et on voit bien là donc la double fonction des problèmes et le fait que les problèmes, effectivement, ils contribuent au sens et à la construction des notions mathématiques et non pas simplement à les faire fonctionner une fois qu'elles sont enseignées. Ce qui est aussi un peu caractéristique des évolutions constatées, c'est l'accent mis sur des problèmes d'origine extra-mathématique par rapport à des problèmes d'origine intra-mathématique. Et donc les situations sur lesquelles portent les problèmes, disent les programmes, sont le plus souvent, c'est très fort, hein, issus d'autres enseignements, de la vie de la classe ou de la vie courante. Les élèves fréquentent également des problèmes issus d'un contexte interne aux mathématiques. Donc quand on fait l'histoire des programmes, on peut voir les effets de basculement entre problèmes d'origine externe et problèmes d'origine interne, et c'est intéressant à étudier. Et donc il y a aussi des problèmes, c'est mentionné dans les programmes, pour apprendre à chercher et à se confronter à des situations plus ouvertes. Donc on veille aussi à proposer aux élèves des problèmes pour apprendre à chercher qui ne soient pas directement reliés à la notion en cours d'étude, qui ne comportent pas forcément une seule solution, qui ne résolvent pas uniquement avec une ou plusieurs opérations, mais par un raisonnement et des recherches par tâtonnement. Donc on voit aussi cette catégorie de problèmes pour chercher qui est apparue déjà dans les réformes dès les années 80, mais qui est aussi bien présente ici. Et pour lequel aussi il y a eu en France effectivement un certain nombre de travaux de recherche en didactique qui sont tout à fait intéressants. Alors, je tombe. Ah, voilà. Alors, pour terminer cette introduction un peu générale, je voudrais souligner la diversité terminologique. Et avec des contours flous, avec des caractérisations qui sont nécessairement relatives. Et en plus, là, je me borne à du vocabulaire français. Si on va à l'étranger, on n'a pas nécessairement les mêmes mots, et même quand il y a les mêmes mots, ils n'ont pas nécessairement le même sens. C'est un projet dans lequel je participe aujourd'hui avec 10 pays, d'essayer de comprendre le sens des mots dans les différents pays et différentes langues. Et alors d'abord, il y a la distinction problème-exercice. Bon. On a tendance, je dirais, à penser, à dire qu'un problème, c'est quelque chose pour lequel on n'a pas forcément déjà une stratégie de résolution toute prête, pour lequel il y a quelque chose à construire par rapport à un exercice pour lequel, effectivement, il peut y avoir des adaptations à faire, mais elles doivent rester quand même limitées. Mais on voit bien que la distinction entre problème et exercice, elle n'est pas si facile que ça à faire, même si dans les manuels, on voit exercice d'un côté, problème de l'autre. Ce n'est pas si facile que ça. Et puis que d'autre part, cette distinction, elle est relative. Ce qui est un exercice à un moment donné, un problème à un moment donné de l'enseignement, devient ensuite un exercice. Ce qui est perçu comme un problème par un élève va être perçu comme un exercice par un autre élève. Donc ce n'est pas si facile que ça. Alors dans un certain nombre de pays, en fait, on appelle tout problème. Et en revanche, par exemple en Chine, quand on voit dans l'article les choses qui sont listées, nous on les appellerait des exercices. Mais on distingue des problèmes routiniers et non routiniers. Par exemple, l'article sur Singapour aussi parle tout de problèmes, mais distingue problèmes routiniers et non routiniers.
Alors après, il y a tout un tas. On parle parfois d'exercices d'application. Dans d'autres cas, on parle de problèmes d'application. Qu'est-ce qui distingue les deux? On ne sait pas. Quand on a élaboré notre dictionnaire pour le projet Lexicon que j'évoquais, bon, les enseignants avec lesquels on travaillait de collège ont dit, nous, on distingue des problèmes d'application, de réinvestissement, d'approfondissement. En fait, quand on cherche après à voir la perception de ces problèmes chez les enseignants, on voit que les contours sont très flous. Hein, et la différence entre un problème de réinvestissement et un problème d'approfondissement, elle est subtile. Bon, on a vu apparaître les tâches complexes. Ça, c'est plus récent. On a vu apparaître aussi, alors là, plus au niveau du lycée, les problèmes à prise d'initiative, en particulier par rapport aux tâches du baccalauréat. Et puis, il y a quand même, depuis les années 70 ou 80 plutôt, la notion de situation-problème, qui, elle, est utilisée dans beaucoup de pays, mais avec des sens très différents. Parce que pour nous, une situation-problème, c'est, enfin, au sens originel, c'est plutôt une situation qui est destinée à faire apprendre, à faire construire quelque chose de nouveau, et pas une situation d'application, par exemple. Et puis, il y a toute la terminologie qui est plutôt orientée autour des problèmes qui sont faits davantage pour chercher, pour développer des compétences de raisonnement, des compétences plus générales et transversales sur la résolution de problèmes, et qui ne visent pas nécessairement l'apprentissage d'un contenu précis. Alors, on a les problèmes ouverts, bien sûr. Là encore, open-ended problem, ce n'est pas la même définition suivant les pays. Problème pour chercher, situation de recherche pour la classe, par exemple à Grenoble, avec tous les travaux qui sont faits autour de l'équipe Manda Baudelais, les narrations de recherche qui ont été initialement introduites à l'IREM de Montpellier, mais qui ont diffusé un peu partout, et qui décrivent un certain type de dispositif, où il y a des problèmes effectivement pour chercher. Donc vous voyez, on a tout ce vocabulaire. Je pense que Catherine y reviendra. Donc je n'insiste pas plus, mais je pense qu'en formation avec des enseignants, ça doit quand même poser des problèmes. Donc en fait, maintenant je vais passer à problèmes et calculs. Et ce que je voudrais, c'est travailler avec, avec des exemples pour quitter le domaine un peu des généralités, et puis en même temps m'en servir pour illustrer différentes catégories de problèmes, et puis différentes relations au calcul que l'on peut avoir dans les problèmes. Alors, bien sûr, quand on résout des problèmes, on ne fait pas forcément du calcul. Si, par exemple, on me demande quels sont tous les patrons, de déterminer tous les patrons d'un cube, hein, qui est une tâche qu'on peut avoir au cycle 3, je pense, je ne vais pas me lancer dans des calculs pour déterminer tous les patrons d'un cube. Mais je suis la commande de Michel, donc je vais me centrer quand même sur des problèmes qui sont en relation avec du calcul, soit exact, soit approché. Alors, il y a un problème que j'aime beaucoup, qui lui est de la catégorie problème pur cherché, qui est un problème intramathématique. Donc, ce n'est pas un problème lié à des questions de vie quotidienne d'autres disciplines, c'est un problème plus pour montrer comment, effectivement, pour l'apprentissage du raisonnement. Mais pour moi, je l'aime beaucoup pour plusieurs raisons, qu'on verra, qu'on va voir. Qui connaît ce problème? Pas beaucoup, non, 2. Donc, puisque tout le monde ne connaît pas ce problème, hein, alors c'est un problème qui a été d'abord développé à l'INRP par l'équipe Hermel et donc qui est publié dans cet ouvrage et que moi j'ai utilisé à différents niveaux, hein, de l'école primaire jusqu'au niveau universitaire parce qu'il a des prolongements possibles. Donc le problème c'est on se donne un entier positif n. On va le jouer rapidement. Par exemple, bon, on va prendre 10, hein, on va pas, voilà. Et puis on le décompose en somme d'entiers positifs. Alors, je vous ai donné 2 exemples de décomposition, une décomposition en 2, hein, équilibrée, 5 plus 5, et une décomposition en 3, mais vous voyez, on peut faire des compositions en 4, enfin, avec 10, on ne peut quand même pas aller très très loin, mais enfin, il y a beaucoup de décompositions possibles.
Et à chaque décomposition, on associe le produit des termes de la décomposition. Donc, vous voyez, à 5 plus 5, j'associe 5 fois 5. Le résultat, bon, 25. Et à 5 plus 3 plus 2, j'associe 5 multiplié par 3 multiplié par 2. Et le résultat, là, est 30. Donc, c'est plus que 25. Voilà. Et le problème qui est posé, c'est à quelle décomposition on peut associer le plus grand produit. Et bien sûr, pourquoi. Voilà. Donc, alors, ceux qui connaissent le problème, ceux et celles qui connaissent le problème, bien sûr, ne disent rien. Les autres peuvent me proposer des petites choses qui peuvent être effectivement des propositions. Il vaut mieux que ça aille plus loin, puisqu'on a déjà obtenu 5 fois 3 fois 2, 30. On peut se demander, est-ce que 30 c'est le plus grand, ou est-ce qu'on peut avoir plus de 30? Oui, alors 36. Qui obtient 36? Comment? Oui 3, 3 et 4. Donc, effectivement, 3 fois 3, 9, 9 fois 4, 36. Alors, peut-on avoir plus de 36? Bon, et alors, effectivement, je pense, on fait des essais, ça c'est sûr, qu'on calcule. Et en même temps que l'on calcule, on se dit, on raisonne. Et on se dit, tiens, pourquoi ça marche pas, pourquoi j'ai du mal. Et c'est ça qui va être... alors peut-être qu'on va pouvoir écarter un certain nombre des décompositions. Vous voyez, là, comme on est obligé d'aller plus vite, bon, si j'avais avec des élèves, effectivement, on les laisserait organiser leurs recherches, faire tous leurs calculs, parce qu'on est content de l'opportunité que ce problème donne pour faire tout un tas de calculs sans s'en rendre compte quasiment, mentalement en plus. Alors, est-ce que, par exemple, il y a des nombres dont vous vous dites, il vaudrait mieux ne pas les utiliser dans une décomposition parce que ça ne va pas faire croître le produit? Oui. Tout le monde est d'accord, il n'y a pas besoin de grand raisonnement pour savoir que il laisse le produit stable, ce n'est pas un bon choix. Est-ce qu'il y en a d'autres? Zéro. Ah oui, alors là, 0, il nous ramène tout à 0, la catastrophe. Bon, alors, on a écarté 0, on a écarté 1. Bon, on a vu que vous aviez une décomposition avec des 3, donc 36, dont pour l'instant, personne n'a trouvé mieux. Oui. Non, c'était 3 plus 3 plus 4. Le 4 en 2 fois 2. 2 plus 2. Donc on peut 4, avoir 4 et avoir 2 plus 2, c'est la même chose. Parce que 4 et ce nom. Voilà. Non. Non. Donc on peut avoir, effectivement, on peut produire 36 soit avec la décomposition 3, 3, 4, soit avec la décomposition 3, 3, 2, 2, puisque 4 a le bon goût d'être un nombre tel que 2 fois 2, c'est égal à 2 plus 2, ce qui est une bonne chose. Donc, est-ce qu'il y a des nombres qu'il faudrait écarter, qu'on pourrait écarter? Maintenant, par le haut. 9. Ah oui, 9, parce que 9, il ne reste plus que 1. Si on a 9, on est obligé d'avoir 1. Après, 7. Oui. 8. Raison. Parce que... j'entends pas. On ne pourra jamais dépasser 16. Voilà, parce que 8, c'est... On pourrait, si on met 8, on aurait pu mettre 4 plus 4, le remplacer. Et 4 plus 4, ça donne le produit, ça fait 16, tandis que 8, ça fait 8. Donc, exit 8. Ah, ça se réduit,
Ensuite, et peut-être le type de raisonnement qui était pour 8, il va nous servir encore. Le 7, parce que on le décompose en 4, 3 plus 4, et ça nous fait 4 fois 3, 12. Exit 7. Ensuite, allez, on accélère. Exit 6, pourquoi? Parce que 3 fois 3, ça fait 9. Allez, après 5, que quid de 5? Non, 5, est-ce qu'on peut le décomposer de telle manière à produire plus? 3 fois 2. 3 fois 2, ça fait 6. Ah, ça se rapproche. Et 5, 6, là, eh bien après 5, il y a 4. Donc vous voyez qu'on arrive à cette idée que, effectivement, les seuls nombres auxquels on a droit, c'est 3, 3 et 4. Et même, en fait, on ne peut pas avoir plus de 3, 2, plus de 2, 2, parce que dès qu'on a 3, 2, on a 6, et qu'on peut faire 3 fois 3, qui est plus grand. Vous voyez? Ou dès qu'on a 4 et 2, on a aussi 6, et on peut faire plus. Donc vous voyez qu'on arrive, avec des élèves beaucoup plus lentement, mais le but n'est pas juste d'arriver, le but c'est les calculs à mener, l'organisation, la décomposition des nombres et tout ça. Alors, pourquoi je trouve ce problème intéressant du point de vue des rapports entre résolution des problèmes et calcul? Parce que c'est un problème dont la résolution est naturellement source de multiples calculs et qu'il mobilise à la fois les compositions et les décompositions de nombres, les additions et les multiplications. Et bon, là on l'a fait avec 10, mais on sort quand même des tables de multiplication quand on veut faire les produits 3, 3, etc. D'autre part, si on veut le résoudre quand même, et quand on est un élève, donc on ne se met pas tout de suite dans la preuve, hein, il y a une organisation des essais numériques qui est nécessaire. Et un raisonnement qui permet de réduire progressivement les possibilités. Donc on peut se servir des essais antérieurs pour progresser. Et puis, vous êtes d'accord avec moi? Bon d'accord, il faut raisonner, hein. Mais on n'a rien utilisé dans ce raisonnement qui dépasse les ressources mathématiques du cycle 3. Et d'autre part, eh bien, vous voyez que les arguments qu'on a dit, pas de 5, pas de 6, pas de 7, pas de 8, ils ne sont pas juste valables pour la décomposition de 10. Ils sont valables pour la décomposition de n'importe quel nombre. Donc ça veut dire qu'on a résolu ce premier problème pour 10, mais en le faisant, on a amorcé une résolution générale pour toute une classe de problèmes. Et donc... une petite généralisation. Alors, j'aime bien, moi, les preuves avec des calculs un peu géométriques et des schématisations. Et voilà. Alors, vous voyez que ce que je veux, quand on veut essayer de généraliser à un nombre quelconque, et on se dit... Vous voyez, quand on a fait 6, alors là, je vais un peu plus vite. Hein. Dès qu'on a un nombre assez grand, n, si on lui enlève 2, et du coup, on le décompose en n-2 plus 2, eh bien, on va avoir d'un côté le produit n fois 1, et de l'autre côté le produit 2 fois n-2, le nombre moins 2. Et dès que n est plus grand que 4, en fait, ce produit, il est plus grand que n fois 1. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser ces nombres-là. Et ça, on peut le visualiser géométriquement. Parce que quand je fais n fois 1, c'est l'aire d'un rectangle n, 1. Mais ce rectangle, il a la même aire que si je le replie en 2. Et donc, j'ai n divisé par 2 d'un côté et 2 de l'autre. Et là, c'est la même aire. Mais quand je fais 2 n-2, j'ai un rectangle, effectivement, qui a le même, un côté commun avec l'autre, et puis l'autre côté, c'est n-2, tandis que du côté, c'est n sur 2. Donc la seule chose que j'ai à montrer, de manière générale, pour montrer qu'on ne peut pas utiliser le nombre n, c'est savoir si n-2, c'est plus grand que n sur 2.
Bon, mais ça, c'est une question que peuvent résoudre des élèves de cycle 3. Hein. Mais je ne suis pas obligée de leur poser comme ça. Mais je peux poser la question, j'enlève un nombre, je lui enlève 2, ou je le divise par 2, quel est le plus grand des deux? Et quand on cherche quel est le plus grand des deux, quand j'enlève 2 ou que je divise par 2, eh bien on s'aperçoit qu'il y a égalité pour 4. Et puis, à partir de 4, ben, le fait que je divise, bien sûr, ça va faire que le résultat est plus petit que quand j'enlève 2. Et donc, en même temps, on voit les rapports entre soustraction et division. La soustraction nous fait décroître moins vite que la division. Et vous avez là, en fait, pour plus tard, hein, pour le cycle 4, eh bien, vous avez 2 fonctions, l'une affine, l'autre linéaire, donc 2 fonctions du même type, du premier degré, mais elles ne croissent pas pareil. Bon, donc ça c'est pour le futur. Deuxième problème. Alors, contexte de vie quotidienne. Bon, je ne l'ai pas pris dans un manuel, celui-là, je l'ai inventé, mais je l'ai inventé parce que ça m'est un peu arrivé. Et je me suis faite piéger. Un moment. Hein. Alors je me suis dit, tiens, je vais en faire un problème. Voilà. On m'a offert un grand vase. Alors, au déparrage, mes vases étaient cylindriques. Et puis, en regardant les programmes, j'ai bien vu que quand même le cylindre, c'était pas encore au cycle 3, donc il est devenu prisme. Mais c'est vrai qu'on fait de plus en plus des vases avec des bases carrées, des bases différentes. Bon, alors, il est grand, hein, vous voyez, 25 cm de côté, 40 cm de haut. Bon, c'est pas un vase qu'on pose sur une table, donc je me dis, je vais le mettre dans l'entrée de la maison, puis je vais le remplir d'eau aux 3/4, et puis j'ai acheté des plantes, etc. Bon, il faut que je le remplisse aux 3/4. Et voilà, j'ai une bouteille d'1,5 litre. Et donc, et puis il me faut quand même au moins 1 minute, hein, peut-être même entre 1 et 2 minutes pour aller de la cuisine où je remplis ma bouteille à l'entrée. Est-ce que je vais utiliser la bouteille d'1,5 litre pour remplir mon vase ou est-ce que ce n'est pas raisonnable? 2 minutes. Non, simplement un test. Juste, est-ce que ça vous semble possible, raisonnable ou pas? A priori, pour qui ça semble effectivement possible? Ouais. Alors, vous voyez que, en fait, et moi, si on pose la question comme ça, vous avez l'attention attirée. Hein. J'ai mis ce problème-là, j'ai dit que je m'étais fait piéger, donc il y a anguille sur roche. Hein. Mais effectivement, on a souvent du mal à imaginer, le volume c'est tridimensionnel. Hein. Et on a vraiment souvent du mal à imaginer qu'avec des dimensions qui sont comme ça, effectivement, le volume peut être très grand. Alors, ça fait quoi, ça, comme volume? Bon, si c'est les 3/4, c'est 30 cm. Hein. Donc, je dois faire 25 x 25 x 30. Non, mais j'ai mis les 3/4. 3/4, donc j'ai réduit à 30 cm, et parce que dans la vie réelle, on ne remplit pas un vase jusqu'à ras-bord. Hein. Vous êtes d'accord, hein, hein. Donc, 25 x 25, qui me donne le résultat? 25 x 25, c'est 625, non? 625 multiplié par 30, ça fait 18 750, hein. De toute façon, on a tous nos téléphones portables si on n'est pas capable de le faire directement. 18 750 cm3. Et là, rigueur, j'étais dans une classe de 4e sur un petit problème où il y avait des conversions. Et je peux vous dire que les 4e transformaient un nombre qui était même plus petit que ça, de centimètres cubes en litres. Ça a été l'horreur.
Donc, c'est 18 750 cm3, ben, ça fait 18, bon, à peu près 19 décimètres cubes. Hein. Je n'ai pas besoin de traîner les décimales pour voir si c'est raisonnable. 19 décimètres cubes, un décimètre cube c'est 1 litre, 19 litres. Tout ça, c'est du travail pour des élèves. Hein. 19 litres, j'ai d'une bouteille d'1,5 litre. Donc, mettons, si c'était 18 litres, c'est mieux, hein, parce que 18 litres, en 2 voyages, je fais 3 litres. 18 litres divisé par 3, ça me fait 18 divisé par 3, ça me fait 6. Donc, il me faut 12 voyages. Bon, je ne vais pas mettre nécessairement 1 heure, mais s'il me faut mettre autant de temps pour remplir mon vase, je pense que je vais essayer autre chose. Deuxième idée, ce que propose... Ça y est. Non, mais il faut aussi changer les souris, là. Hein. Et si pour gagner du temps, subtile idée, je porte le vase à la cuisine pour le remplir et puis je le ramène dans l'entrée. Eh bien là, oui. Pour des élèves, ce n'est pas nécessairement évident que 1 litre, même s'ils savent théoriquement qu'1 litre c'est 1 kilo, sans compter qu'il faudrait aussi que je rajoute le poids du vase, ce qui peut m'amener à faire d'autres calculs, hein, pour calculer le poids du vase. Bon, mais, et d'ailleurs on peut chercher, hein, à peu près à les élèves, le verre, une épaisseur de verre, qu'est-ce que ça pourrait peser, etc. Bon, vous voyez que là, c'est la mauvaise solution. D'accord. Coucou, voilà. Et puis, effectivement, ça peut rebondir. Bon, d'accord, il est embêtant ce vase, mais si j'en avais un plus petit, se demander comment consolider ça, parce qu'un problème isolé, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Mais se faire sentir aux élèves que comment varie le volume, pourquoi ce volume, ça varie si grandement, qu'est-ce qui va changer quand si le carré, il change, il a un côté de 10 cm, de 15 cm, de 20 cm, de 25, de 30, qu'est-ce qui va changer? Et comment on voit là, bien sûr, la hauteur n'a pas changé, donc ce n'est pas une croissance cubique, mais c'est une croissance au carré, ou comme diraient les physiciens, c'est proportionnel, c'est pas proportionnel. Donc c'est une situation de non-proportionnalité, et c'est important aussi d'en rencontrer, mais comme disent les physiciens, c'est proportionnel au carré. Hein, parce que quand même, la proportionnalité, c'est important. Hein, voilà. Et dernière chose, alors je reviens à mon vase cylindrique, d'accord, au cycle 3, on n'a théoriquement pas droit au cylindre, mais on peut penser quand même, qu'est-ce qui change sur la surface de base, si au lieu d'un carré, j'ai un cercle. Bon, ça me dit que j'ai l'aire d'un disque par rapport à l'aire d'un carré. L'aire d'un disque par rapport à l'aire d'un carré, dans un cas, si j'ai le côté, vous voyez, qui est égal au diamètre, hein, du cercle, ben dans un cas, j'ai pi multiplié par d2, le carré du diamètre, d sur 4, divisé par 4, ou pi, le rayon au carré. Et dans l'autre cas, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2r multiplié par 2r, ou d au carré. Donc en fait, le rapport entre les deux, c'est le rapport de pi sur 4. Vous voyez, d'un côté j'ai un pi, de l'autre j'ai... Et donc c'est pas... Donc on peut... Et peut-être que même, on peut dire aux élèves, on va chercher sur Internet la formule du volume pour le cylindre, et puis, bon, vous la verrez, vous la prendrez plus tard. Mais ça n'empêche pas de gérer le problème et de voir qu'est-ce que ça change. Mais ça ne change pas fondamentalement les choses. Bon, alors, quel intérêt pour ce problème? Bon, mais il fait partie de ces problèmes qui sont dans le domaine des grandeurs et des mesures. Un domaine qui est très généralement convoqué quand on fait des liens souvent avec la vie quotidienne ou d'autres disciplines, hein, puisqu'il y a des mesures qui rentrent en jeu. Donc il met en jeu des calculs sur des grandeurs variées, il nécessite des changements d'unité, bon, il mobilise des formules d'aire de volume,
Il montre aussi que si on prend au sérieux le réel et les façons dont on décide dans le réel, eh bien on peut faire des calculs à la louche, hein, en se simplifiant les nombres pour avoir des calculs faciles que l'on peut faire mentalement. Hein, c'est quand même ce que l'on fait dans la vie. Et donc, estimer, penser en termes de grandeur, faire du calcul approché, c'est important quand on travaille dans des situations de vie quotidienne et extra-mathématiques. En plus, il aboutit au début à des résultats un peu contre-intuitifs parce qu'on n'est pas assez... on n'est pas toujours sensible, effectivement, à des croissances qui ne sont pas proportionnelles, justement, aux grandeurs qui sont en jeu. Et puis, alors il illustre quelque chose qui me paraît intéressant, la variation autour d'un même contexte et le fait qu'il mobilise des notions mathématiques et techniques variées, parce que suivant les problèmes que j'ai listés, effectivement, ce ne sont pas tout à fait les mêmes mathématiques, et dans certaines, on va presque jusqu'aux fonctions, quoi, préparer la notion de variation et de fonction, des techniques variées, et puis, quand effectivement on peut faire des variations, on peut aussi demander aux élèves d'inventer ces variations, ce qui se fait dans beaucoup de... ce qui est suggéré dans beaucoup de dispositifs didactiques aujourd'hui, c'est-à-dire on en résout quelques-uns, on fait quelques variations, et puis après on demande aux élèves eux-mêmes d'inventer les variations, ce qui permet en même temps de savoir qu'ils ont reconnu quelle est la classe des problèmes qu'on est en train de gérer, et s'il y a des étrangers dans cette classe, ça permet de discuter et de retravailler avec eux sur les caractéristiques de la classe des problèmes qu'on est en train de travailler. Bon, là j'ai fait le lien avec des exemples de tâches complexes. Alors là, c'était, vous voyez, là, c'est cylindrique la cuve, donc ça a été proposé à des élèves de 4e, 3e. Mais, et puis c'est le sens critique par rapport à l'information. Donc là, on vous dit, en cas d'achat d'une voiture neuve, nous vous offrons l'essence de votre voiture pour 10 000 km, on a l'impression qu'on vous offre une citerne d'essence, énorme. Donc la question se pose, info ou intox. Bon, même s'ils offrent, ça représente quoi d'offrir l'essence pour 10 000 km? Donc là, ça veut dire aussi qu'on va aller chercher des informations sur Internet. Quel est ce type de voiture? Combien il consomme? Regardez à l'échelle de la longueur, connaissant la longueur de la voiture, qu'est-ce qu'on déduit sur la taille de la citerne, les dimensions de l'image, on calcule le volume, et puis on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'une citerne comme ça pour nourrir une voiture sur 10 000 km, comme vous vous en doutez. Ah, le dernier problème que je vais citer, donc je reviens au cadre géométrique, et j'aime beaucoup ce problème. En fait, souvent, il n'est pas présenté directement comme ça, parce que c'est un problème qui, en fait, a été popularisé par les leçons studies. Vous avez sans doute, maintenant c'est un mot à la mode, les leçons studies pour la formation des enseignants, le travail collaboratif. Et c'est un problème qui a été souvent utilisé au Japon pour montrer des exemples de leçons studies à l'école élémentaire et en cycle 3, au niveau du cycle 3. Et c'est un problème qui est aussi utilisé pour introduire la notion d'agrandissement, le fait d'être... Et qu'est-ce que veut dire être de même forme? Donc, vous voyez, là, on a un problème où ce n'est pas l'exploitation de connaissances, c'est un problème fait pour introduire de nouveaux concepts. Et il m'intéresse aussi parce que sa logique est typique de la logique, justement, ce qui est à l'œuvre dans un certain nombre de pays, et notamment les pays asiatiques, de chercher à introduire des situations qui permettent d'approcher le concept d'une diversité de façons. Et tout en étant très simple. Apparemment très simple, mais très bien pensé. Alors, je ne sais pas si, comme je n'ai pas retrouvé exactement les vidéos sur cette leçon, je ne sais pas si les dimensions que je vous donne sont les dimensions exactes. Moi, je l'ai vu dans une classe au Japon et ça fonctionnait effectivement très bien. Et donc, l'enseignant, d'abord, il a montré des photos avec différentes photos d'une même chose. Alors, certaines étaient visiblement des agrandissements, ça se voit lié à l'œil, hein. D'autres ne l'étaient pas. Et puis, bon, à partir de ça, mais il a très vite enlevé les photos et puis il est passé à un problème plus à l'intérieur des mathématiques
comme celui-là, et les élèves ont eu à travailler, effectivement, à décider si ces rectangles étaient de même forme. Alors, bien sûr, donc vous voyez, là, je les ai faits sur GeoGebra, donc vous avez 5 et 3, vous avez 6 et 4, et 6 et 9. Donc, vous voyez que je n'ai pas été au hasard. Hein. Dimension simple, d'abord, hein, effectivement, mais là, j'ai respecté ce qui a été fait là-bas. Après, j'ai mis un distracteur, mais qui correspond à l'image quand même assez usuelle la possibilité de lier le fait d'agrandir au fait de rajouter la même dimension aux deux côtés du rectangle, c'est-à-dire un modèle additif, mais qui n'est pas le modèle adapté ici. Donc, c'est clair que si on en présente 3, 4, et au maximum il y en a 4, il va sans doute jouer, en jouant sur les variables didactiques, en faire une, mais où le fait de rajouter ne donne pas quand même une impression complètement fausse, parce qu'autrement, ça serait trop facile. Hein. Et puis, le troisième, donc, il y a un agrandissement du premier, avec un rapport qui est bien sûr pas entier, hein, quand même, parce qu'un rapport entier, ça serait trop facile. Hein. Et là, un rapport qui est celui de 1,5, donc qui permet de mixer un raisonnement, soit je multiplie par 3,5, soit je multiplie par 1,5, soit je pense que c'est la dimension à laquelle je rajoute la moitié. C'est bien ça, non? Je te vois. Oui, 2 et 3. Ah, c'est entre 2 6, 6, 9. Ouais. Ouais. Voilà, entre 2 et 3, excusez-moi. Et donc, mais ce qui est intéressant, quand moi j'ai observé cette situation, c'est que nous, on a peut-être tendance à penser en termes, vous voyez, de proportionnalité des mesures et de modèles additifs, modèles multiplicatifs, mais les élèves, ils trouvent bien d'autres choses. Et en particulier, quand on fait cette situation au cycle 3, les Japonais, ils attachent beaucoup d'importance au travail sur le matériel. Bien sûr, les élèves, ils ont des rectangles en carton ou en papier, et en fait, ils trouvent plein d'autres solutions. Est-ce que vous avez des idées d'autres solutions qu'on pourrait proposer, que pourraient inventer des élèves dans cette situation, pour savoir si c'est de même forme ou pas, si c'est avec... Alors, il y en a qui vont dire c'est de même forme, parce que c'est des rectangles. Bon, bien sûr, assez vite, on dépasse ça. Hein. Oui, alors, si on les met... Voilà, il y en a qui pensent à les mettre l'un sur l'autre et à voir si les coins s'alignent. Parce que quand c'est un agrandi... Et puis d'autant plus qu'aujourd'hui, vous voyez, quand on utilise la souris pour agrandir des photos, on tire sur le coin. Hein. D'ailleurs, après, on peut prolonger pour comprendre comment ça fonctionne quand on fait les photos sur Internet, sur l'ordinateur. Et donc, il y a ça. Et puis, il y en a qui pensent à l'angle, avec la diagonale. Donc, vous voyez, il y a tout un tas... Il y a effectivement les mesures de longueur qui peuvent rentrer en jeu, mais il y a aussi d'autres grandeurs géométriques comme les angles. Et puis, il y a des choses pratiques comme la superposition. Et il faut faire un sens mathématique, ce que l'enseignant, bien sûr, va aider à faire, hein, de sens mathématique de cette superposition et comment on peut l'utiliser. Et donc là, c'est... voilà. Alors, je l'aime aussi, ce problème, parce qu'il nous montre que, suivant les cultures, on veut introduire la notion d'agrandissement ou on veut disqualifier un modèle additif au profit d'un modèle multiplicatif. On ne va pas forcément choisir le même type de situation. Donc, dans la culture japonaise et dans un certain nombre de cultures asiatiques, on va privilégier ce type de situation pour faire émerger un panorama assez large autour de la notion de même forme, en espérant qu'il y aura des questions de mesure, des questions d'angle, et qu'ensuite on pourra faire rebondir pour d'autres figures, en prenant en compte à la fois les longueurs, les angles, et s'interroger sur ce qu'on conserve, ce qu'on ne conserve pas, ce qui est nécessaire ou suffisant suivant le type de polygone que l'on a, etc.
puisque pour des triangles, il suffit d'avoir les mêmes angles. Hein, tandis que, bien sûr, pour un rectangle, comme déjà les angles ils sont tous droits, eh bien, ça ne suffit pas. Et tandis que quand je ne sais pas si vous connaissez la situation du puzzle de Brousseau, mais elle est plus connue, là, en fait, on disqualifie le modèle additif, mais on veut que le modèle multiplicatif, ça apparaisse comme la solution. Et il y a pas, on ne travaille pas sur cette diversité de perspectives. Alors, le fait aussi que le calcul, c'est un moyen de résolution parmi d'autres possibles, et qu'on y fait interagir géométrie, grandeur et nombre à travers les mesures. Et puis que c'est là aussi un problème qui s'inscrit dans une succession de problèmes. On imagine tout à fait ce que l'on va proposer ensuite pour faire avancer cette situation. Hein. Donc c'est pas, même si là c'est un problème tout seul, il n'est pas tout seul. Bon, j'en viens aux démarches d'investigation, donc plus brièvement. Oui, je suis en retard. Donc, d'où ça sort, comme on dirait, tout ce bruit autour des démarches d'investigation. Alors, parce qu'on a vécu sans cette terminologie pendant des décennies, hein, quand même. Et on a fait des choses pour donner sens à l'enseignement des mathématiques et pour faire chercher les élèves sans cette terminologie pendant des décennies. Alors, à l'origine, il y a des actions qui débutent dans les années 90 et qui visent essentiellement l'enseignement des sciences, et en particulier la main à la pâte en France, parce que l'enseignement des sciences à l'école élémentaire, à ce moment-là, est quand même assez sinistré. Et il y a une action, une institution internationale qui s'appelle l'Interacadémie Panel, qui regroupe les académies des sciences, auprès de la Commission européenne pour remédier à cet état de choses, et qui va se traduire. Alors, à l'époque, il faut savoir que l'enseignement était un domaine qui est sous la responsabilité des États, donc la Commission ne voulait pas imposer des choses sur l'enseignement pour des questions de subsidiarité, mais la Commission va financer quelques projets. Alors, elle finance les projets Sciences Éduc et Pollen. Donc, et puis en maths, c'est le projet Sinus qui est porté par l'université de Bayreuth. Et puis, elle, au bout de... Bon, ces projets ont l'air de marcher pas trop mal, donc il y a la décision qui est de confier à Michel Rocard la préparation d'un rapport avec un groupe d'experts, et vous voyez le résultat. Bon, il a été traduit en français, mais là j'avais la version anglaise, donc voilà, l'éducation scientifique aujourd'hui et pour le futur de l'Europe. Et donc, oulala, du premier coup, les objets s'adaptent à vous. Donc c'est un rapport qui sort en 2007, alors qui parle, bien sûr c'est un rapport pour l'Europe, donc qui parle du constat de désaffection pour les études et carrières scientifiques, qui met en péril la compétitivité économique de l'Europe, bon, effectivement. Et il attribue cette désaffection, il ne dit pas que tout dans la désaffection est dû à ça, mais il dit pour partie à des méthodes d'enseignement des maths et des sciences qui sont inadaptées, avec beaucoup trop de démarches formelles, de démarches déductives, et pas assez de démarches d'investigation. Et donc, il dit, il y a une solution à rechercher dans la promotion et la généralisation. Alors, dans le rapport Rocard, vous verrez qu'il y a démarche d'investigation en sciences et résolution de problèmes en mathématiques. Il distingue les deux et n'utilise pas la même terminologie. Et puis, il demande un soutien fort de l'Europe à de tels projets, 60 millions d'euros, et qui viserait à renforcer des initiatives comme celles qui ont été lancées de Pollen et Sinus, et en même temps d'essayer de viser une implémentation à large échelle, bien sûr pour eux, pas juste des petites expérimentations, de ces démarches d'investigation. Et c'est avec ça que vont être, vous voyez, la seconde recommandation du rapport, c'est les améliorations en matière d'enseignement des sciences doivent être menées par le biais de l'introduction de nouvelles formes de pédagogie, l'introduction d'approches basées sur la démarche d'investigation dans les écoles, les programmes de formation des professeurs à l'IBSE, Inquiry-Based Science Education, et le développement de réseaux de professeurs doivent être absolument promus et encouragés.
et encourager. Donc vous voyez que pour eux, il y a les projets, mais il y a aussi la formation des enseignants qui est tout aussi importante et le développement de réseaux qui est aussi extrêmement important. Voilà, et donc à partir de ça, il va y avoir une diversité de projets qui vont être financés. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le portail Scientix qui recense tous ces projets, suivant les pays, suivant les thématiques, suivant les disciplines. Et maintenant, bon, c'est un nombre incalculable de projets qui ont été financés depuis. Alors, en maths et en sciences, les deux, ils sont de toute façon en maths et sciences, et tous ces projets. Les deux projets auxquels j'ai participé, qui ont été des projets très réussis, ont été parmi la première vague du projet. C'était les projets Fibonacci et Primas. Primas plus orienté autour des maths, parce qu'il était piloté par Katia Mas de l'université de Freiburg et qui était en maths. Et Fibonacci qui était à la fois piloté par la main à la pâte et l'université de Bayreuth, donc par les deux pôles anciens, de Pollen et de Sinus. Et avec le fait que chacun a essayé de développer des stratégies particulières pour favoriser cette dissémination. Dans Fibonacci, ça a été de faire des centres, et puis d'avoir des centres pilotes, et puis des centres jumelés, un peu dans tous les pays, et puis en 4 ans, il y a eu comme ça 60 centres qui sont devenus des centres pour l'enseignement des démarches d'investigation, des centres de référence. Dans Primas, c'était moins gros au niveau des pays, mais il y a eu aussi beaucoup de ressources qui ont été construites, et à la fois des ressources pour l'enseignement et des ressources pour la formation. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir, moi quand on m'a demandé de travailler sur ces deux projets au départ, bon, les démarches d'investigation, je découvrais en partie, et ce qui m'a frappé, c'est que pour répondre aux appels d'offres, tout le monde, bien sûr, utilisait le mot démarche d'investigation. D'ailleurs, même en 2009, quand ça a démarré, on se demandait est-ce qu'on prenait démarche d'investigation aussi en maths ou est-ce qu'on gardait résolution de problèmes. Et puis finalement, après une réflexion d'ailleurs de nature épistémologique, on a décidé qu'on utiliserait aussi démarche d'investigation pour les maths. Et qu'en même temps, c'était plus simple aussi au niveau des réponses aux appels d'offres, je dois dire. Et donc, mais quand on regardait qu'est-ce que voulait dire démarche d'investigation pour les uns et pour les autres, pour les gens des différents pays et pour les gens des différentes disciplines, c'était le flou, un certain flou. Il y avait des descriptions, mais on voyait bien que les situations qui étaient proposées les uns et les autres, sur le quoi on mettait l'accent en formation, ce n'était pas la même chose. Et d'ailleurs, les définitions, les représentations des démarches d'investigation que l'on trouve à la fin des projets Primas, parce que dans chacun des projets, on a travaillé 4 ans à élucider ce sur quoi on travaillait, pour lequel on demandait de l'argent pour le disséminer. Et ce n'est pas les mêmes exactement pour Fibonacci et pour Primas. Alors je vais juste parler de celui de Primas, mais pour Fibonacci, c'est beaucoup plus centré quand même sur les disciplines et les grandes idées des disciplines. Pour Primas, vous allez voir, c'est beaucoup plus généraliste. Mais celui de Primas a migré davantage. Alors, je vous le dis, bon là c'est en anglais, mais vous voyez que en fait, il définit l'inquiry-based education, donc l'éducation basée sur les démarches d'investigation, et c'est un patchwork. Il n'y a pas du tout juste les problèmes. Donc, c'est pas juste dire qu'il faut faire de la résolution de problèmes. Vous avez le rôle de l'enseignant, qui doit être un guide, qui valorise et construit sur les modes de raisonnement des étudiants, qui étaye, qui est capable de connecter avec l'expérience des élèves en classe et hors classe, bien sûr, scolaire et hors scolaire. Ce qui est valorisé comme production et résultat, donc les valeurs, il faut fabriquer des personnes qui sachent, des esprits tournés vers l'investigation. Il faut préparer, alors là vous voyez les côtés européens, il faut préparer pour un futur, un avenir incertain, pour l'apprentissage tout au long de la vie. Et puis il faut quand même
comprendre la nature, participer à la compréhension de la nature des sciences et des maths. Mais que veut dire exactement comprendre la nature des sciences et des maths? Là aussi, ça peut avoir des interprétations relativement diverses. Et puis, il y a vraiment le fait qu'on a une culture de la classe basée sur la collaboration, le respect mutuel, l'écoute mutuelle, où on prend en compte les erreurs des élèves, où on sait les exploiter, où on a un enseignement plutôt de type dialogique et on donne aux élèves l'impression que chacun est possesseur des choses qui sont construites dans la classe. Donc c'est pour une éducation vraiment très inclusive, solidaire, participative. Et puis les types de questions, bon, il faut qu'elles soient ouvertes, qu'elles permettent de multiples stratégies, et puis qu'elles soient considérées comme réelles par les élèves et ou scientifiquement pertinentes. Je me suis beaucoup bagarrée pour qu'il y ait scientifiquement pertinente et j'ai juste réussi à obtenir un or. Parce qu'ils ne voulaient pas limiter à des situations. Pour eux, le fait que ça fasse sens pour les élèves, c'était quand même en soi un critère. Et la pertinence scientifique, bon, un critère un peu important, mais pas le critère obligatoire et nécessaire pour toutes les situations. Et puis vous voyez que l'enquête, l'investigation, elle est traduite avec 5 E en anglais: s'engager, explorer, expliquer, généraliser, étendre et évaluer ce qu'on fait. Alors, des exemples de situations, je vous ai dit, ça produit beaucoup de situations. Bon, beaucoup sont. J'ai amené des petits livres qui ont été produits pour disséminer en direction des politiques et de l'extérieur, plutôt Primas et Maskil, pour des meetings européens. Alors, 2 types de situations où on voit le fait effectivement qu'on va privilégier souvent des situations qui viennent de la vie extérieure à l'école, comme ça nous est recommandé aussi dans les programmes du cycle 3, qui s'attaquent aussi à des problèmes importants pour la société. Donc le premier, c'est une chaise géante. Donc là, ça a été développé par les collègues allemands en partant d'une chaise qui était devant un nouveau magasin d'ameublement à Fribourg. Donc vous voyez là les questions d'échelle. La question c'est qu'est-ce que serait bon, il y a eu une question initiale, c'est quoi la taille, les dimensions de cette chaise quand on voit et quelle serait la taille d'un géant pour qui cette chaise serait adaptée, ce qui va amener bien sûr à tout un tas de recherches. Après et puis des questions qui sont posées elles-mêmes par les élèves, parce que dans toutes ces démarches d'investigation, on met vraiment l'accent par rapport à la résolution de problèmes sur le fait que les élèves participent à la problématisation des situations et fassent émerger eux-mêmes des questions. Alors, plus de lait ou de café, bon, c'est le problème classique, mais là qui est organisé. Et là, c'était les Genevois, je crois, qui ont fait ça. Donc, ils l'ont fait avec des cafés. Vous voyez, vous avez un verre de lait, un verre de café. Bon, bien sûr, la même contenance. Vous prenez une cuillère dans le verre de café, vous la versez dans le verre de lait, vous touillez le tout, et puis vous reprenez une cuillère dans le verre où vous avez rajouté un peu de café, et vous la remettez dans le verre de café initial, vous touillez le tout, et vous posez la question, est-ce qu'il y a plus de lait dans le verre de café ou plus de café dans le verre de lait? Et c'est vrai que là, on a une intuition fausse, parce que ce n'est pas naturel du tout de penser qu'il va y avoir effectivement, après cette manipulation, la même proportion de lait dans le café que de café dans le lait. Hein, ce n'est pas du tout naturel. Et les élèves arrivent à faire tout un tas de modélisations où ils partent d'exemples numériques, où ils discrétisent le problème en fabriquant des boules de lait et des boules de café, et puis ils enlèvent une boule, ils répartissent, et c'est vrai que ça fait des solutions, ou après, quand ils sont un peu plus grands, eh bien, ils font avec du calcul, y compris avec des lettres, voilà, pour montrer qu'effectivement, on peut généraliser. Et le troisième, c'est une situation qui a été faite par les Chypriotes, qui est par rapport aux questions de sécheresse et de difficultés, et Chypre est obligé d'acheter de l'eau. Donc, il disait, la question qui était posée aux élèves, c'était Chypre doit acheter tant d'eau
à quel voisin va-t-elle s'adresser. Donc il y avait des données sur le prix de l'eau, mais il y avait aussi à prendre en compte les distances, le coût pour les tankers, le coût du fuel, enfin toutes ces choses-là pour voir qu'est-ce qu'il fallait choisir, quelle décision on aiderait quelqu'un à prendre s'il fallait choisir où s'approvisionner en eau parmi les pays voisins. Là, visiblement, ils l'ont proposé avec des petits et c'était pas assez guidé quand même ils ont eu du mal parce que il faut prendre en compte, ils ont pris en compte en général un seul critère, par exemple la distance ou le prix de l'eau, mais ils n'ont pas pris en compte la pondération entre une diversité de critères qui d'ailleurs peut amener à plusieurs solutions suivant les critères auxquels on donne la priorité. Bon, dernière diapo. Il en résulte un grand nombre de ressources, des modèles de dissémination qui sont intéressants aussi pour essayer de s'attaquer au changement d'échelle, qui est un problème effectivement. Mais alors, des ressources qui doivent, dans ces pays, dans ces projets, il y a beaucoup de pays, donc on doit essayer de s'adapter à une diversité de conditions curriculaires. Et très souvent, quand même, si on veut des choses, on ne peut pas construire une progression entière, parce qu'on ne pourrait pas c'est trop dépendant des conditions curriculaires. Donc, c'est plutôt des choses isolées qu'on peut faire vivre sur 1, 2, 3 séances. Et qui donc ne s'est pas inséré dans des progressions thématiques, ce qu'on aimerait voir nos enseignants faire. Et puis, les ressources pour la formation, il faut s'adapter à des conditions de formation continue et de développement professionnel des enseignants. Elles sont insatisfaisantes en France, mais je peux vous dire qu'elles sont insatisfaisantes dans beaucoup de pays européens et pas juste en France. Et donc, les conditions de formation, effectivement, ne sont pas idéales. Voilà. Et donc, je vois davantage, et vous pourrez regarder les exemples, un apport pour des activités de modélisation, des activités interdisciplinaires, passer des projets maths et sciences, des tâches complexes, ça va bien avec l'idée de tâches complexes, ou des projets courts sur quelques séances, mais il y a des idées tout à fait intéressantes. Voilà. Et je m'arrête, et je vous remercie pour votre attention. Bon, c'est très partiel, mais heureusement, il y a des spécialistes après moi. Merci beaucoup, Madame Marty, pour cet exposé qui nous a donné un panorama effectivement large, mais qui nous a aussi rappelé des souvenirs. Vous voyez, nous travaillons avec des groupes de travail CPC, ESP, autour de notre futur parcours de formation. Et j'avais oublié ce beau souvenir du problème du plus grand produit, pour lesquels je peux dire à mes collègues qui sont présents, nous avons des ressources ici à l'ESP, parce que je suis absolument certaine que nous avons des vidéos d'élèves en train de résoudre le problème du plus grand produit. Nous avons même des vidéos d'étudiants en formation. Oui, parce que... Certains sont dans la salle qui étaient mes étudiants il y a quelques années et à qui on avait effectivement aussi travaillé ce très bon problème. Je ne doute pas qu'on va le réutiliser pour faire des propositions de formation. Nous avions prévu quelques questions de la salle. Oui. Marc, est-ce que vous essayez un autre? Normalement, oui. Voilà. Non, mais... On est oui. nous, comme à la maison. On va faire ça. Et puis nous sommes enseignants, nous savons parler assez fort. Absolument. Alors, est-ce que vous avez des questions? Il y a des questions. J'ai saoulé tout le monde. Non, non. Vous poser une question. Oui. Alors, Anne? Oui, un problème comme celui du vase que vous avez proposé, Oui. c'est des problèmes qui ont maintenant infiltré les manuels de cycle 4, qui sont beaucoup plus l'influence des sujets de brevet, et pas encore les manuels de cycle 3, par exemple, il me semble. Est-ce que vous savez s'il y a des pays dans lesquels ce type de problème est proposé dans les ressources pour les enseignants Aussi, oui. cycle 3, oui.
Oui, des choses comme ça, par exemple aux Pays-Bas, parce qu'ils ont cette culture de Realistic Mathematics Education, donc il y a beaucoup de problèmes de ce type-là. Et puis il y a d'autres pays, mais je pense en particulier aux Pays-Bas, parce qu'ils ont développé beaucoup de ressources pour l'enseignement élémentaire. Depuis longtemps. Donc on voit des problèmes comme ça et effectivement, pas dans tous les pays. Dans beaucoup de pays, quand même, les problèmes, ça reste pas des vrais problèmes, mais des problèmes de mots, quoi, qui sont faits pour motiver un travail. Et puis il faut un peu oublier que la réalité du contexte et des solutions réalistes par rapport au contexte ou des façons de penser réalistes par rapport au contexte pour se dire qu'on est en maths et donc on va faire comme ci et comme ça. En Allemagne aussi, parce que depuis un certain nombre d'années maintenant, après leurs résultats désastreux à PISA 2000, ils ont quand même fait des choses autour de la modélisation, et donc et par exemple les ressources du projet LEMA, c'était avant ces projets européens, c'est un projet Comenius qui était aussi piloté par Katia Maas, c'est comme ça qu'elle a démarré d'ailleurs, puis elle a fait sa thèse sur la modélisation. Si vous regardez l'EMA Europe, vous allez voir les ressources, il y a beaucoup de ressources qui sont pour l'école élémentaire, avec des petites situations où on part d'une photo par exemple, ça c'est très fréquent, où on fait faire aux élèves une enquête. J'ai vu des situations assez intéressantes où, à partir d'un livre qui est paru, qui montre ce qu'on consomme dans une famille, comment on se nourrit dans une famille dans plein de pays du monde. Et donc sur une table, il marque tout ce que les gens ont acheté et consommé pendant la semaine. Et ça, c'est une source de travail avec des élèves de l'école élémentaire extrêmement riche, parce qu'en même temps, ça montre la diversité culturelle, ça permet de travailler non seulement en maths, mais aussi sur les questions d'équilibre alimentaire, etc. Vous voyez tout ça. Et il y a une foule de données dans ce livre qui est absolument, je trouve, remarquable pour faire du travail. Alors après, la question c'est, quand on passe dans des manuels, très souvent, on n'arrive pas à conserver la richesse qui peut être, parce qu'on va devoir faire un truc en quelques lignes ou juste une image. La question, elle est déjà posée, donc les élèves n'ont pas la possibilité eux-mêmes de s'interroger sur la situation, on n'a pas la possibilité de voir quelles questions émergent spontanément, puis les classer, voir celles qui sont susceptibles d'un traitement mathématique, celles qui ne sont pas susceptibles d'un traitement mathématique. Donc, vous voyez, tout ce travail qui est extrêmement intéressant à faire avec les élèves, c'est dur à faire passer dans un manuel. C'est plus facile à faire passer dans un document pour les enseignants. Et un guide ou quelque chose qui accompagne des manuels ou des ressources, mais c'est plus dur à faire passer dans un manuel. Mais il y en a.